Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo d'actualité sur la politique de Donald Trump et quels sont les enjeux économiques qu'il y a derrière tout le programme de Donald Trump. Et je vais expliquer aussi qu'il y a une guerre cachée derrière cette politique de Trump et pas du tout une guerre des États-Unis avec un adversaire extérieur aux États-Unis, mais une guerre interne aux États-Unis entre deux groupes de puissance, de superpuissance interne aux USA. Donc, ça, personne ne l'avait vu, je l'avais expliqué dans une première vidéo. N'oubliez pas, pour ceux qui suivent avec intérêt mes vidéos, qui sont de tout ordre, que j'avais prévu beaucoup de choses. Donc, j'avais prévu déjà l'abandon de la politique énergétique américaine au Moyen-Orient, cette hégémonie américaine qu'il y avait sur le Moyen-Orient pour exploiter les énergies fossiles de cette région, et je vais expliquer cela dans ma vidéo. J'avais aussi expliqué juste après l'élection de Donald Trump qu'il y allait avoir un changement radical au niveau des alliances dans le monde. J'avais expliqué, et ça beaucoup de gens ne croyaient pas, qu'il y allait avoir un rapprochement exceptionnel, bien sûr, parce que c'est la première fois depuis de l'histoire, rapprochement exceptionnel entre la Turquie et la Russie, qui étaient des ennemis héréditaires pour des raisons énergétiques, bien sûr. On n'est jamais ennemi héréditaire pour des raisons idéologiques, puisque la principale des causes des affrontements, mais c'est la seule quasiment, c'est les affrontements pour des causes énergétiques, prendre la calorie et la conserver pour rester en vie, tout simplement. Donc on voit qu'il y a un rapprochement entre la Turquie et la Russie, qu'il y a un abandon des États-Unis, des USA, par Trump qui donne l'ordre d'abandonner le Moyen-Orient et cette politique qui était menée au Moyen-Orient d'hégémonie sur cette région, création de troubles dans cette région pour pouvoir tout simplement gérer l'exploitation du sous-sol des énergies fossiles et le diffuser en bloquant en même temps la Russie pour l'empêcher d'être une productrice de pétrole ou l'empêcher elle-même, la bloquant sur certains endroits. Mais la Russie elle-même voulant bloquer, à l'époque, les USA dans leur acheminement du pétrole du Moyen-Orient vers l'Europe et la Méditerranée. Il y avait une lutte. Alors, les USA, comme je le dis tout le temps à l'époque, essayaient de créer un couloir jusqu'en mer Caspienne pour extruder, pour faire sortir le pétrole à l'époque du Turkménistan. Maintenant, c'est pour ça qu'il y avait cette guerre en Ossétie, c'est pour ça qu'il y avait tout le temps ces tensions en Tchétchénie, c'est pour ça que la Géorgie était un allié des États-Unis, car il y avait une tentative de création d'une voie d'approvisionnement pouvant faire sortir du pétrole de la Caspienne, si une république pétrolière tombait aux mains des Américains, parce que c'est des fois assez instable. Bon, ça s'est terminé, maintenant c'est aux mains des Russes, pour la bonne raison que le Turkménistan est retombé aux mains des Russes. Du coup, j'avais déjà prévu, j'avais expliqué à l'époque que quand le Turkménistan tomberait, et c'était bien loin, la guerre d'Afghanistan, les troupes américaines se retireraient car elles n'avaient plus aucune fonction que de protéger les voies d'acheminement du pétrole et du gaz, surtout le gaz turkmène. Ce gaz ne pouvant pas être sorti par la Caspienne et par le couloir qui serait mené par les terres de Géorgie qui étaient en fin de compte bloquées avant au niveau de la Tchétchénie, au niveau un peu en dessous aussi, je ne me souviens plus quel est cet état, mais c'était tout bloqué par les Russes. Donc ils n'ont jamais réussi à faire sortir le pétrole par là, les Russes veillant à les bloquer pour maintenir leur cours du pétrole et du gaz élevé. Donc, je vais expliquer maintenant, et c'est très simple, j'avais prévu l'augmentation, j'avais prévu l'explosion de certains domaines de la bourse,
j'avais, bourse américaine, hein, et j'avais expliqué, et ceux qui me suivent peuvent le savoir, j'avais expliqué qu'il fallait à l'époque de la victoire de Trump, hein, qu'il fallait investir dans tout ce qui touchait, hein, de près ou de loin, à l'exploitation du gaz de schiste et du pétrole de schiste, hein, ou des sables bitumineux, donc toutes ces énergies, ces exploitations d'énergie fossile, entre guillemets, sales, hein, et qu'il fallait à ce moment-là investir là-dedans. Et d'ailleurs, des gens m'ont écouté, ont investi là-dedans. Actuellement, c'est ce qui est en train d'exploser. Alors, cette politique qu'avait Trump, en fin de compte, qui était derrière Trump, et je l'ai déjà expliqué, hein, Trump, c'était des groupes de puissance, hein, c'était tous les petits pétroliers américains qui sont en vérité de grosses puissances, hein, américains internes, donc les pétroliers, je rigole, mais les J.R. Ewing, si vous voulez, c'est symbolique, mais c'est à peu près ça, qui avaient investi à l'époque de Bush et d'Obama, hein, je crois à peu près, hein, il y avait eu des facilités pour investir dans le pétrole et le gaz de schiste, qui sont des réserves colossales d'énergie fossile, hein, pouvant être utilisées, mais qui avaient un coût de revient assez élevé. Et justement, il y avait eu à l'époque, pour clouer la Russie, une tentative d'exploitation, justement, pas une tentative, mais un lancement d'exploitation de ce sous-sol. N'oubliez pas qu'aux États-Unis, le sous-sol appartient aux possédants de la terre, donc l'exploitation appartient aux gens qui possèdent la terre. Donc vous trouvez du pétrole dans votre territoire, dans votre terrain aux États-Unis, vous êtes riche. Vous trouvez du pétrole en France sur votre terrain, vous êtes exproprié et ça appartient à l'État. Alors il faut savoir que les politiques, hein, la législation varie d'un État à l'autre, et qu'on ne peut pas concevoir la politique américaine, hein, en tant que Français, mais il faut la concevoir avec une mentalité d'Américain. Donc, il y avait pour les Américains, le gouvernement, ces gouvernements avant Trump, alors avant Trump, Obama après a arrêté ça, je vais vous l'expliquer, ils avaient lancé une campagne pour augmenter, pour créer cette gigantesque production de pétrole, hein, ils avaient très peu taxé ce pétrole, hein, pour pouvoir justement lancer l'exploitation de ce gaz de schiste, qui est effectivement un pétrole qui est coûteux à exploiter, mais qui est dans qui est une abondance pléthorique, si vous voulez. Il y en a énormément, mais il est cher. Hein, il est cher, mais ça n'a aucune importance. Les technologies ayant évolué, il devenait accessible. Donc, ce pétrole pour l'exploitation, ce gaz de schiste pour l'exploitation demandait beaucoup d'investissements parce qu'il fallait créer les outils techniques pour sortir ce pétrole, hein. Il fallait créer l'ingénierie, les inventions, hein. Il fallait générer du savoir, générer de la technique, générer de l'innovation qui n'était pas là actuellement pour pouvoir exploiter ce pétrole qui était dans des roches, hein, qui ne coulent pas comme ça, hein. Il faut fragmenter les roches. Alors à l'époque, on les fragmentait avec de l'eau, ce qui était très polluant parce que cette eau se répandait partout et faisait remonter des hydrocarbures un peu partout. Et c'était gênant. En plus, ça consommait énormément de flotte, hein, d'eau, et c'était pas top, hein. Surtout dans des régions relativement sèches où il n'y a pas forcément de nappe phréatique, où on peut balancer de l'eau de cette nappe ou bien aller chercher de l'eau de rivière. Donc c'était une exploitation qui était relativement sale, mais qui permettait d'avoir une autonomie pétrolière des États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis ont sorti tellement de pétrole et de gaz de schiste qu'ils ont cloué à un moment l'économie russe. C'était fait pour ça d'ailleurs, hein, c'était pour inonder le marché en partie de ce pétrole, pour faire baisser les cours du pétrole et du gaz, et bloquer le développement d'un concurrent économique mondial qui était la Russie, qui était en train de monter, hein, grâce à ces exploitations pétrolières conventionnelles. Alors, ça a tellement été bien fait que les Saoudiens, ça n'était pas content, mais les Saoudiens étaient les alliés des Américains et étaient sous les ordres des Américains, puisqu'ils sont en fin de compte que, à l'époque, que on va dire,
il est sous fifre des Américains. Toutes ces régions-là sont en vérité sous domination économique américaine, puisqu'ils fournissaient les armes pour stabiliser la région, euh, et ils fournissaient toute l'infrastructure et la technologie, bien sûr, hein, et ils leur vendaient, ils leur rachetaient leur pétrole que eux-mêmes allaient chercher, que les Américains eux-mêmes exploitaient, avec du dollar qu'ils impriment eux-mêmes, donc ça leur coûte rien du tout en vérité. Seul problème, c'est que ce pétrole et ce gaz de schiste qui avait été balancé sur le moment américain, hein, qui avait été financé par des groupes indépendants américains, donc des familles de milliardaires hein, qui étaient devenus riches, qui avaient financé ce pétrole et ce gaz de schiste, qui se retrouvent hein, sur des réserves au centre des États-Unis, centre-sud et centre-est un peu, hein, et aussi au nord des États-Unis et au Canada, vers l'Alberta, tout ça, il y a beaucoup de réserves. Donc, ils avaient financé, ça a été financé, ces recherches, par des indépendants, hein, qui étaient devenus des milliardaires, hein, qui avaient investi, qui avaient emprunté à Wall Street, hein, qui avaient emprunté sur les marchés pour pouvoir financer leurs exploitations qui coûtent relativement cher, puisqu'il faut démarrer tout ça. Et, grande astuce des Américains, on va dire, du gouvernement Obama et du gouvernement Clinton, c'est les mêmes, hein, de ces groupes de puissance qui sont derrière Obama et Clinton, il y avait derrière une programmation machiavélique hein, de, en vérité, à moyen terme, clouer et faire capoter et ruiner tous ces producteurs de pétrole et de gaz de schiste pour tout simplement leur racheter leur société ruinée. Et alors comment ça s'est passé? Donc il y a eu peu d'impôts au départ sur ces sociétés, on a relancé ça, ça les a servi, ça a servi la politique américaine puisqu'il fallait clouer économiquement des ennemis comme la Russie, un ennemi économique parce qu'on mange, on a les mêmes intérêts puisqu'on diffuse du pétrole dans le monde entier. Les États-Unis, n'oubliez pas que cette puissance américaine était principalement, avait principalement comme puissance étrangère, comme hégémonie américaine, le Moyen-Orient qui lui appartenait, et ils exploitaient ce pétrole du Moyen-Orient et ils le diffusaient dans le monde entier. Donc derrière Clinton, donc aux dernières élections, mais aussi derrière Obama et derrière Bush, pour les guerres du Golfe, hein, tout ça, il y avait tout simplement les pétroliers américains en dehors de l'Amérique, avec tout leur groupe d'actionnaires qui sont derrière. Donc une puissance fabuleuse, une puissance monstrueuse, hein, une puissance basée sur l'exploitation des énergies fossiles dans le monde, sous domination américaine, grâce au consortium militaro-industriel américain, qui vient faire pression sur toutes ces régions-là pour pouvoir exploiter le pétrole. Donc en fin de compte, le Moyen-Orient, c'est du pétrole américain, hein, sous couvert de Saoudiens. Les Saoudiens sont là, mais derrière, un claquement de doigts, et le gouvernement est renversé, puisque vous savez que la politique américaine, c'est de fournir toutes les armes et l'armement pour on va dire, ces monarchies instables, puisque ce sont des dictatures, hein, mais d'un autre côté, financer la dissidence et éventuellement l'armée, hein, jusqu'à un certain niveau, pour faire pression sur ces États et leur dire, vous savez, si vous n'êtes pas avec nous et si vous ne nous obéissez pas, on arme la dissidence qui viendra vous faire un coup d'État, et comme c'est nous qui avons aussi armé la dissidence, à ce moment-là, on deviendra les maîtres, on continuera à être les maîtres. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce d'épée de Damoclès qui est tout le temps au-dessus de toutes ces monarchies du Golfe, hein, parce que les Américains les menacent avec la dissidence, hein, avec qu'ils payent, mais ils ont aussi le pouvoir, et comme ça ils leur fournissent les armes, et comme ces armes sont extrêmement techniques, ben, ces gens-là n'ont pas la capacité de gérer et d'entretenir ces armes qui demandent tout un maintien et toute une, on va dire, une organisation derrière de spécialistes de l'armement américain qui viennent vérifier, faire les mises au point, former les gens pour l'utilisation de ces armes pour maintenir la stabilité de la région. Stabilité de la région qui est maintenue toujours un peu instable par les Américains pour bien montrer qu'ils sont les maîtres et qu'ils peuvent faire un changement de régime. Donc voilà ce que faisaient en fin de compte ces grosses sociétés américaines qui géraient cette région, sauf qu'elles avaient un énorme problème. Le vrai problème qui se trouvait là-bas, c'est que ces énergies fossiles, pétrole et ce gaz,
alors le gaz moins, mais le pétrole, les chiffres des réserves sont grandement surestimés, tout simplement pour ne pas créer de panique, mais il n'y a pas assez de réserves pétrolières dans ces régions. Hein. Il y en a, mais pas autant qu'on le dit, et il y en a encore quelques temps, et après, il n'y en aura plus. Hein. D'où, par exemple, l'émir de Dubaï, je crois que c'est pas l'émir, c'est le cheikh de Dubaï, l'émir de Dubaï, je ne me souviens plus, qui était un monsieur exceptionnel, qui avait dit, quand nous n'aurons plus de pétrole, il ne restera que les cailloux, donc je vais créer dans c'est les Émirats Arabes Unis, hein, dans mon État, dans ma région, un pôle d'attraction touristique, un pôle d'attraction culturelle pour ramener les gens quand il n'y aura plus de pétrole. C'était une des rares régions, hein, Émirats Arabes Unis, hein, qui avait des qualités morales que les autres États de la région n'avaient pas, bien sûr. Donc, je dis toujours bravo au fonctionnement des Émirats Arabes Unis, qui, même si elles peuvent paraître des fois un peu primitives, hein, n'en sont pas moins un État, donc ces Émirats Arabes Unis, une association d'États, une association de familles nobles, mais en même temps qui ont une conscience populaire qui est rare dans la région. Hein, voilà. Donc, petit aparté pour dire bravo, c'est la seule région hein, qui est correcte. Hein. D'ailleurs, ils ont investi énormément sur les énergies vertes, comme le vent, sur beaucoup de choses en prévision de problèmes. Ils ont vraiment fait des efforts énormes. Ils sont devenus un endroit où les avions atterrissent. On peut dire bravo, hein, alors que autant des républiques comme les Saoudiens ou les Qataris, quand on n'est pas des républiques, des États, comme ne sont pas républiques du tout, comme les monarchies, comme les Qataris ou les Saoudiens ou les Koweïtis, sont des exemples d'immoralité totale et de dictature infernale, hein, on va dire. Donc voilà, donc la preuve quand même qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien dans ce région aride quand il y a un émir ou un cheikh qui a de la bonne volonté. Il y en a, mais il n'y a pas que des cochons se gavant de cocaïne et de putes. Hein. Donc voilà, il y a aussi des gens bien, ça existe. Il est mort en France d'ailleurs, donc petite larme pour lui, hein, j'ai prié pour ce monsieur qui était un homme bien. Il y en a. Donc voilà, donc le problème, c'est comme revenons à nos moutons, c'est que les réserves énergétiques de toute cette région du Moyen-Orient sont en train de baisser à grande vitesse et que toutes ces sociétés américaines ne savaient pas comment retomber sur leurs pieds hein, pour pouvoir maintenir leur puissance et leur hégémonie là-bas, hein, qu'ils maintenaient avec l'armée américaine, puisqu'il n'y aurait bientôt plus de pétrole. Donc ils étaient en train de prévoir un coup pendable, ce qu'on appelle des affaires, hein, tout simplement, c'est le côté vicieux et vicelard des hommes d'affaires, hein, de ces grosses puissances. Donc ils avaient prévu de clouer, ils avaient calculé ça à 10 ou 15 ans, à 10 ans près, ou 15 ans près, de détruire ces pétroliers américains, donc c'est une guerre interne, hein, ces grosses sociétés américaines qui exploitent le pétrole du Moyen-Orient, avaient prévu de détruire, de ruiner les indépendants américains sur le sol américain. Comment ça? Tout simplement en finançant, alors ça commence toujours comme ça, en faisant, c'est pas des révolutions oranges, hein, c'est pas des révolutions au Maghreb, mais c'est le même principe, des grosses sociétés comme humanitaires, on va dire, avec des milliardaires derrière, hein, qui sont des milliardaires bien sûr aux ordres de ces grosses structures économiques, énergétiques, hein, qui sont le pétrole du Moyen-Orient, avaient décidé de faire le coup de poing hein, en créant des associations vertes, en finançant des verts, en finançant des associations anti-pollution, hein, des associations pour la propreté des exploitations, dénonçant toutes ces exploitations de gaz de schiste et de pétrole de schiste, en disant que c'était polluant, c'était dégueulasse, c'était infect. Mais bien sûr, les Verts sont des braves gens qui y croient vraiment. D'ailleurs, c'est vrai que c'était souvent sale, hein, c'était dégueulasse, mais c'était avec de l'eau, ça polluait de grandes surfaces, c'est pas beau à voir en plus, mais bon, ça rend le pays indépendant énergétiquement. Mais il y avait derrière tout un financement des Verts, tout un financement des associations anti-pétrole, des associations pour les énergies alternatives, qui étaient financés par des gars comme Soros ou d'autres, il y en a plein, hein, je ne sais pas les noms, hein, il faudrait voir, ça se trouve c'est le même hein, qui finance ça, pour justement créer un mécontentement de la population locale et justifier de la part du gouvernement américain une augmentation des taxes vertigineuses
de l'exploitation du gaz de schiste et du pétrole de schiste, tout simplement. Ce qui allait faire quoi? Ben, ce qui allait faire que ce pétrole qui avait servi les Américains à un moment pour clouer la Russie en le faisant sortir en grande quantité pas cher, comme il devenait très cher parce que les gars avaient emprunté, les particuliers, les indépendants, hein, qui sont des milliardaires indépendants, avaient emprunté énormément pour financer leurs exploitations, hein, de gaz et de pétrole de schiste. Ben, si les taxes augmentaient d'un coup, eh ben, ils se trouvaient ruinés parce qu'ils ne pouvaient plus rembourser leurs emprunts et les bénéfices qu'ils tiraient de l'exploitation de leurs ressources pétrolières et gazières n'étaient plus suffisants pour maintenir leur société et ils allaient s'écrouler. Donc, ils allaient s'écrouler, mais derrière, il y avait les pétroliers du Moyen-Orient qui avaient calculé qu'ils allaient leur racheter discretos, comme ils étaient ruinés, hein, leur société. Donc, c'était une façon de clouer les concurrents américains en prévoyant des politiques d'augmentation de taxes, hein, fomentées en douce par le mécontentement de la population, ou d'une certaine tranche de la population, hein, financée par des grosses associations dites humanitaires, caritatives, bidons bien sûr, pour justifier cette augmentation de taxes, et en vérité, qui n'était juste qu'une façon de virer les premiers propriétaires, hein, pour en mettre d'autres qui étaient en train de perdre leurs réserves du Moyen-Orient. Tout simplement, c'était un changement de propriétaire en expulsant à coups de pied dans le cul les pauvres gars indépendants qui avaient financé l'exploitation du gaz de schiste et la recherche scientifique pour rendre cette exploitation viable. Hein. Donc vous voyez qu'il y avait tout simplement une guerre interne aux États-Unis terrifiante, faite pour, en fin de compte, remplacer les propriétaires américains du gaz de schiste, les milliardaires, par les groupes de pétroliers américains, mais qui travaillent en dehors des États-Unis, qui sont en général, qui étaient accompagnés par le complexe militaro-industriel et la politique hégémonique américaine sur les régions du monde. Alors il y en a encore il y a au Moyen-Orient, dans le golfe de Guinée, il y a encore beaucoup de pétrole qui sont exploités par les Américains et qui sont du pétrole facilement accessible. Alors c'est du offshore, hein, par là, donc d'ailleurs c'est dans la mer, hein. Il y en a aussi au Brésil, les Américains sont un peu partout, mais là il y avait ce Moyen-Orient qu'on est en train d'évacuer doucement, hein, parce qu'il n'y a plus rien bientôt au Moyen-Orient. Donc, mais on se retrouve avec du pétrole alternatif, hein, qui est de plus en plus accessible et surtout qui est de moins en moins cher, sauf si on lui augmente les taxes. Hein. Donc voilà, donc il y avait une guerre terrifiante. Alors Trump était donc dans sa politique, était pas financé, mais était soutenu par tous ces indépendants du pétrole américain, donc ces gens attachés à la terre, hein, ces milliardaires indépendants, si vous voulez, hein, qui ne sont pas à l'extérieur de l'Amérique. Et c'est pour ça que Trump, la première chose qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, et c'est ce que j'ai dit depuis longtemps, j'ai dit ça avant les élections, j'ai expliqué la guerre qu'il y avait, j'ai expliqué qui était Hillary Clinton et qui était derrière Hillary Clinton. Ce sont des grosses puissances économiques qui se battent pour les énergies fossiles, tout simplement. Hein, il n'y a rien d'autre que l'énergie derrière tout ça. Et toutes les mises en scène en faisant le raciste ou en faisant le gars populaire, tout ça, il est populaire, notre ami Trump, mais ce sont que des jeux d'acteurs, et derrière, il y a des enjeux beaucoup plus importants qui sont ces énergies fossiles, hein, des USA. Donc, on voit que les pétroliers américains, en dehors des États-Unis, ont perdu cette guerre. Ils se retrouvent dans la merde, hein, quand même, parce que nous allons avoir des grosses sociétés qui vont être un peu dans la merde, hein, parce qu'ils vont être progressivement remplacés par ce gaz de schiste qu'eux voulaient racheter et qu'ils n'ont pas pu racheter parce que Trump est arrivé et les a plantés, parce que leur magouille, Trump il leur a coupé la tête, si vous voulez. Hein. Donc c'est une grosse guerre économique. Donc Trump est arrivé, et Trump, il a été élu sans... Il ne pensait pas réellement être élu, hein, mais il avait une espèce de haine en lui, hein, puisque lui-même, il y a un côté émotionnel, hein, se sent un indépendant et sera toujours avec les indépendants. Ce n'est pas quelqu'un qui se bat pour l'argent, c'est quelqu'un qui se bat pour la liberté, mais pas la liberté du peuple, la liberté d'entreprendre, la liberté de combattre, et ne pas être sous une hégémonie, hein, de grosses sociétés à actionnaires monstrueux qui viennent, en fin de compte, faire la loi, une espèce de société tentaculaire, multinationale, parce que ce sont des sociétés qui ont des actionnaires qui viennent de partout, mais
dont les dirigeants sont américains. Donc lui, c'est plutôt les petits propriétaires qui veulent se recentrer sur les États-Unis, et il a réussi son coup, puisqu'il a réellement mis à terre ces grosses sociétés américaines qui étaient au Moyen-Orient. Hein. Et maintenant, on va voir une explosion du pétrole et du gaz de schiste, hein, et du pétrole et du gaz de schiste, de son exploitation, et l'Amérique, n'oubliez pas qu'il y en a pour une centaine d'années à plein régime. Hein. Donc le pic et la descente, comme on disait, la crise pétrolière, eh ben, on ne l'aura pas, c'était du pipeau. Pourquoi? Parce qu'il y a le gaz et le pétrole de schiste qui est devenu d'un coup aussi beaucoup moins sale qu'avant, puisque la technologie ayant évolué, maintenant on fait de la fragmentation de roches par gaz, par compression de gaz, et on fait remonter justement ce gaz. Je ne suis pas un technicien, mais les techniques ont vraiment évolué, ce qui rend ces exploitations déjà moins sales. Alors, il n'y a pas d'exploitation propre, il ne faut pas croire que les exploitations du pétrole du Moyen-Orient sont propres, c'est du caca comme partout, et vous pouvez être sûr que, par exemple sur la côte du golfe de Guinée, quand les Américains font de l'exploitation de pétrole, vous avez, c'est dégueulasse, c'est du pétrole partout, et les petits Africains meurent, meurent parce qu'ils baignent les pieds dans le pétrole, et c'est dégueu. Tout simplement, et on n'en a rien à foutre parce que ce sont des Africains, on n'en a rien à foutre. Ça se passe comme ça, c'est profondément immoral. Donc, voilà, maintenant, il y a des réserves de gaz de schiste, pétrole de schiste partout, ils sont devenus indépendants, et je vais vous expliquer des trucs fantastiques qui se passent, c'est qu'il y a des associations, de terribles associations qui se font, et qu'on a un changement géopolitique total avec un rapprochement Amérique-Russie. D'ailleurs, la Russie était derrière Trump indirectement, puisqu'elle savait très bien qu'avec Trump élu, ils allaient foutre un coup, ils allaient écraser toutes ces grosses puissances, cette grosse puissance pétrolière américaine qui était au Moyen-Orient, et que la Russie allait pouvoir reprendre son niveau économique et sa liberté de diffuser son pétrole sans voir le coût de son pétrole trop baisser, parce que, justement, ils dégageaient, ces connards, ils auraient plus cette épine dans le pied que sont les Américains, qui essayaient de récupérer tous les gisements américains à l'extérieur, non, les gisements du Turkménistan, les gisements des anciennes républiques soviétiques de l'Asie centrale, toutes ces zones-là qui sont des réservoirs énergétiques d'énergie fossiles conventionnelles, c'est-à-dire conventionnelles, faciles à exploiter, qui ne sont pas des nouvelles technologies, qui ne demandent pas de fragmentation de roches comme il y a maintenant. Mais maintenant, on peut voir des nouvelles associations terribles, fantastiques, comme l'Amérique et la Russie, qui s'associent. Pourquoi? Parce que de toute façon, pour Trump, ses ennemis, c'est les grosses multinationales américaines, si vous voulez. Je dis multinationales parce qu'elles sont américaines, mais il y a des actionnaires de partout qui sont au Moyen-Orient. Donc lui, il veut les planter, il veut les casser. Donc il s'associe avec la Russie, et il a envoyé tous ces spécialistes du gaz de schiste qui ont des avances, qui ont on va dire des décennies d'avance, au moins 10 à 15 ans d'avance technologique par rapport aux Russes, pour l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz de schiste en Russie. N'oublions pas que le pétrole et le gaz de schiste en Russie sont énormes, il y en a énormément en Sibérie, Sibérie orientale, alors pas l'extrême Sibérie, mais Sibérie centrale, on va dire, ce sont les plus grosses réserves, je pense, du monde. Alors la Chine en a aussi, tout ça, donc on va se retrouver avec des États qui vont devenir indépendants énergétiquement, qui n'auront plus besoin d'aller essayer de faire la guerre pour récupérer du pétrole un peu partout, puisque la technologie du gaz et du pétrole de schiste ayant fait des bons phénoménaux, les Américains vont aider la Russie à exploiter, à moderniser. Ils n'ont pas modernisé puisqu'ils n'ont pas fait pour le moment une grande exploitation, à extraire par la technologie américaine et par les sociétés américaines, par les associations, et par l'avance qu'ont les Américains sur ces technologies, à moderniser, à générer une exploitation de pétrole et de gaz de schiste dans cette Sibérie centrale, mais aussi en Russie occidentale, alors pas tout à fait occidentale, mais ce sont des zones, il y en a encore, il y a d'autres gisements, et certains gisements sont aussi au nord de la Russie, dans ces terres gelées, donc on se retrouve avec de l'aide américaine pour pouvoir rentabiliser ces gisements
de gaz et de pétrole de schiste, donc une association Amérique-Russie, la naissance d'une grande Eurasie avec la Chine qui va progressivement devenir relativement indépendante parce qu'elle aura elle-même son pétrole et son gaz de schiste. Donc on se retrouve avec des choses formidables, on se retrouve avec, comme je l'avais prédit, la Turquie qui est retombée dans le... qui est retombée, qui n'a jamais été, mais qui est tombée dans le giron russe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas avec les Russes, elle n'est pas avec les Russes, il n'y a plus de guerre entre la Russie et la Turquie, hein, pour la bonne raison que la Turquie était une base américaine, hein, et qu'elle lorgnait en même temps le pétrole du Nord-Irak, et elle ne voulait surtout pas l'installation d'un État kurde, et la création d'un État kurde chez elle, mais aussi la création d'un État kurde au nord de l'Irak. Hein. Au début, les Russes étaient avec les Kurdes et essayaient justement de baiser les Turcs, hein, pour bloquer toute cette région, rendre cette région instable. Mais maintenant, les Russes ont abandonné, les Russes ont abandonné leurs alliés kurdes, hein, et ils se sont mis avec les Turcs pour des raisons énergétiques, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de gentils, de méchants en politique, il n'y a que des accords et des fois des ruptures d'accords, hein, pour des raisons d'intérêt personnel. Donc, les Américains avaient fait croire aux Turcs, comment ça s'appelle, au Turkménistan, oh non, pas au Turkménistan, oh merde, aux Kurdes, avaient fait croire aux Kurdes qu'ils allaient leur créer un État, hein, ce qui avait posé d'énormes problèmes aux Turcs, hein, parce qu'ils ne voulaient absolument pas voir, ils sont extrêmement nationalistes, la naissance et la perte d'une partie de leur État turc. Hein. Donc c'est pour ça que les Turcs s'étaient remis un peu avec les Russes, exceptionnellement. Hein. Ça s'est jamais fait, parce qu'ils voyaient arriver cet État kurde, que ça n'a pas duré longtemps, hein, que les Américains avaient pensé à recréer, hein, en donnant l'exploitation du nord de l'Irak à cet État kurde, hein, pour les Peshmerga, pas les Peshmerga, les Peshmerga, hein, en leur donnant un État kurde. Alors, je ne sais pas comment ça s'est arrangé, mais visiblement, la Russie a repris l'hégémonie de cette région, hein, elle a repris le terrain de cette région, les Américains l'ont abandonné. Il n'y aura pas de naissance d'un grand État kurde, les Américains l'ont abandonné, puisque Trump est arrivé et a planté ces grosses multinationales américaines exploitant ce pétrole du Moyen-Orient avec l'aide du consortium militaro-industriel. Donc on se retrouve avec une Turquie alliée aux Russes, et sûrement une Turquie qui va reprendre progressivement l'exploitation nord de l'Irak, et peut-être on va pouvoir arriver l'apparition d'un relâchement, on va dire, d'une facilité pour les Kurdes, d'avoir peut-être des écoles, des États, peut-être des États, une espèce d'État culturel kurde, mais sous hégémonie turque, hein, et avec les Turcs qui économiquement récupéreront ce pétrole nord-Irak en ayant dégagé Daesh, qui est en train de mourir. Daesh qui était une puissance qui avait été fabriquée par les Américains avec de l'argent saoudien, qatari, tout ce que vous voulez, hein, mais qui devenait un peu gênante parce qu'elle avait pris son indépendance, hein, grâce au système de l'or, monnaie or, hein, tout simplement. La monnaie or, c'est-à-dire qu'on peut vous couper vos réserves, vous avez toujours de l'or, vous échangez votre pétrole contre de l'or, et l'or vous le relancez sur le marché mondial, hein, au prix du cours. Donc on ne peut pas vous planter votre monnaie, puisque votre monnaie c'est des pièces d'or. Donc c'était une technique, c'est ce que voulait faire Kadhafi, les Américains n'avaient pas du tout aimé. Hein. C'est comme ça que des pays arrivent à être indépendants, hein, à ne plus être sous des hégémonies de superpuissance, c'est en créant une monnaie or, hein, qui peut se fondre après dans n'importe quel marché, et qui ne peut pas être dévalué ou augmenté en fonction d'un blocage économique de la région, tout simplement. C'est tout simple, c'est de l'énergie. Donc, la Turquie, tombée avec les Russes, je l'avais prévu, hein, c'est rare, hein, parce que ça ne s'est jamais fait, hein, personne n'y croyait, hein, et je l'avais dit. J'avais dit que ça ne pouvait être que ça, parce que c'est énergétique. Hein. N'oubliez pas que les guerres qu'il y a entre la Russie et la Turquie durent depuis des siècles, et ce sont des guerres énergétiques qui ne sont pas des guerres culturelles, qui sont des guerres parce que la Turquie est un lieu de passage, hein, le Bosphore, entre l'Orient et l'Occident par la terre, mais aussi entre la Russie et la Méditerranée par la mer,
lui bloquant à la Russie son accès à cette mer Méditerranée avec les Américains qui étaient derrière, qui empêchent justement cette Russie d'avoir une influence sur toute la Méditerranée par le blocage de ce passage du Bosphore, qui est le passage de la mer Noire à la Méditerranée, d'où l'importance pour la Russie de reprendre la Crimée, de reprendre toute cette zone, pas la Crimée, toute cette zone à côté de la Crimée, d'Ukraine, du nord, où il y avait des bases, pour pouvoir justement maîtriser ce passage nord-sud allant jusqu'à la Méditerranée. Tout ça sont des jeux énergétiques de puissance, des intérêts. Alors maintenant, il y a une association merveilleuse entre Russie, Amérique pour l'exploitation de ce gaz de schiste. Nous avons un effondrement de ces puissances américaines. Nous allons voir que les grands perdants de cette histoire, ça va être les monarchies du Golfe, monarchies arabes musulmanes, abandonnées par les Américains, qui vont devoir se retrouver d'autres alliés ou faire profil bas devant des Russes qui vont devenir plus importants dans la région, devant des Turcs qui vont prendre du pouvoir sur le nord, avec l'aide des Russes, exceptionnellement. Voilà, même, c'est la première fois, on voit ça, c'est magnifique, c'est beau. Donc, et ensuite, la France est aussi perdante parce que la France avait sous les Américains son association, elle était, comme on dit, atlantiste. Elle n'était pas atlantiste pour rien, elle était atlantiste parce que des firmes comme Total ou des grosses firmes françaises étaient au Moyen-Orient et ils exploitaient. On leur avait laissé par exemple le Qatar. C'est pour ça que les Qataris sont très présents en France. On a même fait des lois abjectes où ils ne payent pas d'impôts, ils peuvent acheter d'impôts sur les plus-values, ils peuvent acheter des biens, les refaire et les revendre sans être taxés, alors que nous, Français, on est taxés. Donc c'est des lois raciales, faites par les gouvernements, faites par Chirac, Sarkozy, et puis maintenues par Hollande. Donc ne votez pas pour les gens, les partis qui nous représentent, puisque ce sont des partis qui ont passé des lois raciales, bien sûr, puisque un Français a moins de droits légalement en France qu'un Qatari, qu'un Saoudi, qu'un Koweïti. Donc je ne vois pas pourquoi moi, Français, dans mon pays, j'aurais moins de droits que ces gens-là. Donc ne votez pas pour ces gens, c'est un petit aparté, ne votez pas pour eux. Donc la France, elle, elle a planté, puisqu'elle s'est mise avec la mauvaise puissance, donc elle s'était mise avec la bande à Clinton, qui était la bande des pétroliers du coin, la bande à Obama, qui n'était pas un mauvais garçon, et qui était quand même un agent de cette puissance, qui faisait cette politique, en tout cas extérieure américaine, pro-puissance américaine exploitant le pétrole du coin. Donc on voit que la France, elle, se trouve un peu dans la merde, puisqu'elle n'avait que la France. C'est pas la France, ce sont des grosses sociétés françaises, c'est pas la Total, c'est pas la France, on va dire que c'était des grosses sociétés françaises, dites françaises, mais elles ne payent pas leur impôt en France, qui font le plus beau temps et surtout qui financent des groupes de presse et qui financent des sociétés permettant d'élire des présidents, des partis politiques pour avoir une politique extérieure et financer par exemple l'aide militaire pour pouvoir stabiliser la région, si les Américains demandent à donner nous un coup de main pour l'exploitation. Donc en vérité, c'est pas vraiment la France, mais ce sont des groupes affiliés à la France, parce que de toute façon l'argent ne retourne pas en France, l'argent retourne dans leur poche, puisqu'ils ne payent pas des masses d'impôts. Donc Total était dans ce cas-là, donc les gouvernements en place qui se battent pour ces grosses structures qui les financent, parce que ces grosses structures financent l'élection de ces gouvernements en tenant les groupes de presse et en les finançant par en dessous, en leur achetant des trucs, ou en achetant des trucs à des sociétés qui vont les financer, donc en finançant tout simplement l'élection de ces politiques qui feront pression et qui, en fin de compte, enverront l'armée, ou passeront des lois fiscales facilitant les investissements de ces sociétés en France. Donc tout ça, c'est des jeux de puissance, mais ces sociétés, justement, vont couler. Donc la France est un peu dans la merde, puisqu'elle était du mauvais côté, elle était atlantiste, alors que l'Allemagne a toujours joué discretos avec les Russes, un peu avec les Américains, un peu avec l'Europe, elle est nulle part et elle est partout. Elle est surtout des ingénieurs et des esprits qui innovent et qui vendent de la nouvelle technologie un peu partout dans le monde. Donc voilà ce que j'avais à dire. Tiens, un dernier petit truc. Vous vous souvenez de Christophe Margerie, qui est mort en octobre 2014. Alors il est mort en octobre 2014. Oui, je crois qu'il est mort en octobre 2014. Il est mort dans son jet. Son jet a heurté en Russie
une saleuse ou une déneigeuse, Alors bien sûr, il est mort à un moment où Marjorie était en pourparlers avec les Russes il voulait justement se tourner vers la Russie, hein, en tant que patriote ou bien en tant que personne ayant senti que c'était l'avenir là-bas, hein, il voulait se tourner vers la Russie pour moderniser, pour exploiter le pétrole et le gaz de schiste russe. Hein. Donc c'était à l'époque où en France, hein, on avait prévu de faire du gaz de schiste russe, hein, du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Après il y a eu des écolos, c'était pas bon, hein, ça a été, comment ça s'appelle, interdite, la fracturation hydraulique a été interdite par la pression d'écologistes, toujours sponsorisée, hein, je dis en général, par des groupes de puissance qui ont tout intérêt à faire valoir le pétrole conventionnel, hein, parce que si les écologistes du gaz de schiste contre le gaz de schiste sont là, c'est qu'en vérité indirectement ils croient qu'ils sont libres, mais ils sont sponsorisés par des sociétés de gentilles personnes, hein, et d'aide humanitaire à but non lucratif, comment on appelle ça, des sociétés, des, des groupes d'aide qui donnent de l'argent bénévolement pour aider des écolos, des verts, mais en vérité, derrière ça, il y a le pétrole conventionnel qui finance pour empêcher d'avoir la concurrence du gaz de schiste qui arrive tout simplement. Hein. Ça va là. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, notre ami Christophe Marjorie, lui, il voulait lancer ce gaz de schiste et moderniser et créer justement l'exploitation du gaz de schiste en Russie avec la technologie française qui était au point, puisque nous avons encore de très bons ingénieurs en France. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Bah ouais, il est mort au mauvais moment. Hein. C'était en 2014, il commence à aller en Russie, il veut faire ce gaz de schiste et boum, il meurt. On va se poser des questions. Hein. Ouais, bah ouais, il est mort. Si ça n'a pas été un crime intentionnel, euh, c'est de sacrées coïncidences. Hein. C'est des coïncidences qui arrivent très rarement à ce point-là. Hein. Ça tient du miracle pour nos pétroliers américains du Moyen-Orient. Donc voilà ce que j'avais à dire. Alors est-ce que j'ai tout dit? Voilà ce qui se passe. Voilà la politique de Trump. C'était une politique énergétique, hein, avant tout, pour pouvoir justement être indépendant. Alors il faut savoir qu'on arrive dans un nouveau monde, hein, où il y aura cette exploitation pendant encore 100 ans. Donc l'effondrement pétrolier ne va pas avoir lieu. Hein. Il va y avoir... ça va repartir, il va y avoir encore ce pétrole et ce gaz qui va arriver sur le marché, peut-être un peu plus cher, mais toujours abondant. Hein. Il sera cher, mais il sera là. Et il sera cher parce qu'il faudra rentabiliser l'exploitation, mais il sera quand même abondant pendant encore une centaine d'années. Donc nous avons encore 100 ans de consommation à fond la caisse, de produits polluants, hein, tout simplement, qui permettront de faire rouler nos bagnoles, de chauffer alors le gaz pollue moins, mais de faire fonctionner le monde grâce justement à ce pétrole et ce gaz de schiste, tout simplement. Donc voilà l'avenir. Les grosses réserves sont en Russie, il y en a beaucoup en France, mais elle a été interdite, je crois. Hein. Il y en a beaucoup en Allemagne, mais elle a été interdite. Hein. Mais c'est pas grave, les Allemands vont récupérer du pétrole et du gaz de schiste russe quand ils en auront. Oui, ils vont. C'est l'Allemand. Hein. L'Allemand, n'oubliez pas que il interdit le nucléaire dans son pays et il finance les centrales nucléaires de Slovaquie pour s'approvisionner en énergie. Donc on rigole, c'est de la grande politique, c'est le peuple décide en Allemagne, ok on obéit au peuple, mais en dehors de l'Allemagne, on fait ce qu'on veut, puisque c'est la politique énergétique du monde qui est comme ça. Donc voilà ce qui se passe, les Américains deviennent un État qui se recentre sur lui-même, hein, qui aura son empire qui va être l'empire de son hégémonie sur le Canada, sur l'Amérique du Sud, mais ils vont bien s'entendre avec la Russie, pour lui moderniser, pour le laisser tranquille. Hein. Donc ils vont passer des accords techniques, tout ça va bien se passer. C'est parfait, nous avons un nouveau monde qui est arrivé, avec une guerre qui n'aura pas lieu. Hein. Et Clinton voulait une guerre
au Moyen-Orient pour clouer justement ce développement de l'Europe et de la Russie. Hein. Mais voilà, Trump est arrivé, personne n'y croyait grâce aux réseaux sociaux, grâce à la mauvaise qualité des sondeurs, personne ne l'a vu venir, hein, mais le mécontentement global des gens qui ne savaient même pas ce qu'il y avait derrière Trump, hein, ont voté pour Trump parce qu'ils en avaient marre surtout de voir que la bande à Clinton et la bande à Obama, et même, c'était des menteurs et qu'ils n'étaient pas du tout des gens qui voulaient le bien du monde, ils voulaient juste le bien de leurs intérêts personnels. Donc ils ont voté contre Trump, contre Clinton, hein, tout simplement par réaction, parce qu'ils voyaient bien que c'était une menteuse, hein, mais ils n'ont pas voté en sachant ce que c'était exactement sa politique, parce que c'est assez dur de dominer tout ça, il faut avoir une vision globale, comme moi, et n'oubliez pas, je ne me suis pas trompé, hein. Quand même j'ai fait fort sur avec la Turquie, de prévoir que la Turquie allait se mettre avec la Russie, ça s'était jamais vu, hein. C'est du nouveau, hein. Donc c'est très fort, j'ai prévu aussi la remontée de la bourse, tout le monde avait dit que ça allait s'effondrer, bon, moi je lui ai dit non, ceux qui m'ont écouté, hein, marqué, hein, sur mes vidéos, hein, j'avais dit où il fallait investir, hein. Vous aviez fait une petite recherche sur les spécialistes de la technologie gaz et pétrole de schiste, hein. Regardez encore, ça va encore remonter sûrement, hein. Donc voilà, donc on a même des réserves en Australie, en Afrique du Sud, au Paraguay, en Argentine, en Colombie, au Mexique, beaucoup au Mexique, hein, bon, c'est les mêmes lieux, alors Russie, comme je l'ai dit, hein, Irak, un peu en Arabie Saoudite ne va pas être dépourvue, elle en aura, mais elle en aura pour sa production personnelle, hein, elle ne va plus devenir cette puissance pétrolière qui pouvait faire la pluie de beau temps. En réalité, c'était les Américains derrière qui, grâce à l'Arabie Saoudite, faisaient la pluie de beau temps et pouvaient faire pression sur les États européens et sur les États et sur la Chine. Et la Chine a ses grosses réserves, donc la Chine va progressivement avoir une certaine indépendance, hein, avec cette énergie sale, avec ce pétrole et ce gaz de schiste qui n'est pas si sale que ça, moins polluant peut-être que le charbon, quand même, à un certain moment, parce qu'elle avait son charbon, mais le charbon c'est un peu caca, on va dire. Donc voilà, donc la Chine qui se retrouve avec de bons gros gisements, hein. L'Inde qui a ses gisements aussi, et le Pakistan aussi, puisque la réserve est sous l'Inde et le Pakistan aussi, puis plus au centre de l'Inde aussi. Nous avons de grandes réserves, la Suède on a aussi, donc tout le monde en a, la Pologne en a plein, et puis mon pays, mon petit pays chéri, la Hongrie, est en plein sur de grosses réserves de pétrole et de gaz de schiste, donc on va tous être indépendants pendant 100 ans, on va pouvoir se chauffer et on va pouvoir rouler, ça va être cool, simplement le paysage sera un peu moins joli, il y aura assez d'exploitation, mais ça va se moderniser. Voilà tout. On a de la chance, voilà changement, pas de guerre pour le moment, et puis un changement radical de la géopolitique mondiale grâce à cette nouvelle énergie accessible. Qui l'eût cru, hein, il y a encore 20 ans, on n'y croyait pas, on n'avait pas les moyens d'y penser, hein, il y a encore 15 ans, personne n'y pensait, c'est très récent, mais maintenant voilà, tout a changé, et tous les pronostics sur l'effondrement à cause du manque de pétrole, bah, c'est remis pour dans 100 ans, hein, on a le temps de voir venir, et on a le temps de penser à des énergies propres, hein, renouvelables, on a le temps d'y penser, on a le temps de moderniser tout ça. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier, 48 minutes, j'espère que vous allez me suivre, hein, j'espère que vous allez comprendre ce qui se passe, et puis n'oubliez pas qu'on peut me traiter de connard, d'abruti, de tout ce que vous voulez, bah écoutez, et de non-spécialiste, comme je dis tout le temps, il vaut mieux un non-spécialiste qui prévoit l'avenir et qui vous dit ce qui va arriver, qu'un grand spécialiste de la matière qui se plante complètement sur les pronostics. Donc je préfère être un abruti non spécialiste, comme vous dites, hein, comme j'ai souvent les critiques, qui prévoit ce qui se passe, hein, qui vous dit l'avenir, qu'être un spécialiste qui se plante sur ses pronostics. Voilà, allez, c'était Fred Delavier, à bientôt, paix sur terre. C'est tout simple, hein. Quand vous comprendrez que tout fonctionne de façon énergétique, prendre la calorie et la conserver pour rester en vie, et la retransmettre avant de mourir, hein, pour transmettre la vie en même temps, ben vous aurez compris comment fonctionne le monde et vous comprendrez que tout est relation énergétique, hein, et qu'il n'y a pas de guerre idéologique ou de guerre religieuse. Tout ça, c'est de l'instrumentalisation pour de l'énergie, car c'est l'énergie qui fait vivre, c'est l'énergie qui fait penser, c'est l'énergie qui vous fait respirer. Plutôt respirer, c'est l'énergie. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier.